Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mercredi 10 avril. Voici le programme de ce soir. Il s'agit d'une technologie très rare. L'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion nous a présenté il y a quelques jours son tout nouveau laboratoire. Il sert principalement à analyser la marche des enfants et à guérir des problèmes locomoteurs. Il n'en existe que 5 en France. Jouer au foot comme Mbappé, Dembélé ou Kipembe, c'est le rêve de nombreux enfants. Pendant les vacances de printemps, le Paris Saint-Germain passe dans une dizaine de clubs de la région. Il propose un entraînement comme les pros à des jeunes footballeurs et footballeuses. Nous étions au coup d'envoi du PSG Club Tour, c'était à Montigny, le Bretonneux. L'animal fétiche du Père Noël débarque à l'espace Rambouillet. 7 jeunes rennes viennent d'arriver au sein du parc forestier de 250 hectares. Il s'agit des seuls en Île-de-France. Comment se passe leur adaptation? Que mangent-ils? Quelles sont leurs particularités? C'est notre nouveau numéro des animaux du 7-8. Sans oublier les invités, 2 frères yvelinois ont réalisé un tour du monde à vélo. Une expédition incroyable qu'ils racontent à travers un documentaire, le temps d'une aventure à vélo. On en parlera tout à l'heure avec eux, ce sera en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. On commence ces infos du jour avec l'appel du syndicat des exploitants agricoles de Houdan. Leur colère a une nouvelle fois grondé dans les Yvelines. Oui, une opération escargot s'est tenue ce matin sur la départementale ralliant Guignonville à Houdan. Les agriculteurs se sont ensuite rendus devant la mairie de Houdan pour y déployer des banderoles. Ils protestaient contre un projet de piste cyclable goudronnée sur les voies rurales au sein de la communauté de communes du pays houdanais. Selon eux, cette initiative aurait des conséquences sur l'imperméabilisation des sols à proximité des champs. Pour sensibiliser le grand public à cette problématique, d'autres actions ont été initiées par le syndicat d'Houdan. Des bâches vont notamment être déployées le long des axes routiers. Direction à présent Jouy en Josas, 6 mois après l'incendie qui avait ravagé l'amphithéâtre de l'école HEC Paris. Les travaux vont bientôt débuter, Clara. Oui, la célèbre école de commerce veut même aller plus loin et en profite pour s'agrandir. Le nouvel amphithéâtre devrait avoir une capacité de 850 places contre 470 auparavant. Un projet de modernisation du campus vieux de 60 ans doit aussi être lancé. Pour financer cela, la fondation HEC a levé des fonds réunissant 1,3 million d'euros et les travaux devraient débuter en 2026. Et on poursuit ces infos du jour avec le retour dans les Yvelines du journaliste sportif Mathieu Lartaud. Originaire de Magnanville et ancien joueur de l'AS Manthèse Rugby, la célèbre voix du rugby de France Télévisions était de retour à domicile pour la promotion de son livre « On n'ampute pas le cœur », un recueil autobiographique qui retrace notamment son combat contre le cancer du genou qui l'a frappé à l'adolescence. Suite à une récidive, la pathologie l'avait conduit à se faire amputer de la jambe en 2023. Et avis aux gourmands, Clara, la meilleure apprentie pâtissière de France est yvelinoise. Elle est plus précisément versaillaise. À seulement 17 ans, Leïla van der Villiers a remporté ce lundi le titre de meilleure apprentie pâtissière de France à Dijon. Elle devait réaliser une création artistique avec toute une panoplie de pâtisseries françaises. Apprentie dans la pâtisserie fine dont le labo se situe à Voisins-le-Bretonneux, la jeune femme avait un bon professeur puisqu'il s'agit de Sébastien Cerveau, l'ancien chef du Ritz, le célèbre hôtel 5 étoiles situé sur la place Vendôme de Paris. Très très belle réalisation. Enfin Clara, on termine avec cette information. Un nouveau village sillonne en ce moment les Yvelines. Oui Mathilde, il s'agit d'un village olympique itinérant, gratuit et conçu pour tous les enfants. Le village GSP olympique est accessible dès 6 ans de 10h à 18h. Au programme, des initiations à l'athlétisme ou encore des activités pour sensibiliser les plus petits au handicap. Le village s'installera dans de nombreuses villes des Yvelines jusqu'au 27 juillet, date du début des Jeux olympiques de Paris. Et il sera demain à Mantes-la-Jolie, au stade Jean-Paul David. Eh bien, merci beaucoup Clara de Frutos pour toutes ces informations. On poursuit ce 7-8 avec l'arrivée d'une technologie unique en Île-de-France. Je vous en parlais en début d'émission. Les enfants de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion peuvent désormais bénéficier d'un tout nouveau laboratoire. Un investissement important pour l'établissement qui permet d'analyser la marche des patients et de guérir des problèmes locomoteurs. Il n'en existe que 5 en France. C'est le reportage de Julien Leroy.
Une technologie de pointe au service de la santé, le nouveau laboratoire d'analyse de la marche et du mouvement était inauguré vendredi 5 avril à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion. Paralysie cérébrale, troubles de la colonne vertébrale ou obésité, ce dispositif s'adresse aux enfants touchés par divers problèmes locomoteurs pour améliorer la qualité des soins. Avec cet outil, nous avons construit une équipe entière qui permet d'avoir à la fois une évaluation, un suivi, et même le programme de rééducation précise qui est adapté avec chaque enfant. La motricité du patient placé sur la plateforme est examinée par des caméras, des capteurs et des logiciels. Pour le moment, une centaine de jeunes ont bénéficié de ce système opérationnel depuis environ 6 mois. Pour rendre plus ludique le processus de rééducation, une immersion est créée au sein d'un univers virtuel. Par exemple, on peut varier les différents parcours de la marche pour les enfants, comme dans la nature. Par exemple, il peut marcher sur la pente, il peut sur une marche sur un terrain irrégulier. On a constaté aussi au fil du temps que le secteur hospitalier avait des carences. C'est ce qui nous a amené à investir dans des robots pour Mignot, pour le GHT Nord. Et puis aujourd'hui, à Bullion, ça fait partie de l'attractivité d'un territoire. Spécialisé dans la prise en charge de patients jusqu'à l'âge de 17 ans, l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion compte 130 lits et un plateau technique de 1800 m². Le coût de ce nouveau laboratoire, 700 000 €, dont 400 000 € ont été financés par le département des Yvelines, une technologie unique en Île-de-France. Si les grands joueurs du PSG seront ce soir face au FC Barcelone, la relève, elle, s'entraînait lundi à Montigny-le-Bretonneux. En début de semaine, le terrain de football de la commune a accueilli le lancement du Club Tour PSG 2024. L'objectif de cet événement, proposer des entraînements par le staff du club parisien à des jeunes footballeurs ou footballeuses. Gabriel Gontier s'est rendu sur place. C'est un après-midi dont les licenciés de l'AS Montigny-le-Bretonneux se souviendront longtemps. Le temps d'une journée, 120 jeunes du club ont pu suivre des sessions d'entraînement conçues par les équipes techniques du centre de formation du PSG. Un entraînement sous le regard bienveillant de la défenseure centrale Claire Hunt. Le PSG Club Tour est un événement incroyable. Je pense que nous, en tant que joueurs du PSG, nous devons venir voir de jeunes enfants jouer au football. J'ai pu voir différents niveaux et les voir progresser dans leur jeu. Et c'est incroyable pour eux d'avoir la visibilité de joueurs confirmés et savoir que tout est possible pour eux dans leur carrière aussi. Pour la 4e année consécutive, le club parisien organise cet événement. L'objectif, aller à la rencontre des licenciés franciliens. Pour moi, c'est important parce que je sais que quand j'étais petit, j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne pour me donner des conseils, etc. Donc moi, on m'a proposé et j'ai pas hésité. Au total, 10 structures d'Île-de-France ont été choisies par le Club Tour. Parmi les critères de sélection pour le PSG, la parité au sein des clubs. Ils avaient un bon niveau, surtout les filles. C'est rare de voir des filles jouer au foot et ça montre comme quoi le football féminin commence à évoluer. Les filles commencent à être mises en valeur et c'est très bien. Un moment privilégié aussi pour les jeunes de l'AS Montigny qui ont pu bénéficier de conseils de professionnels. On a fait des exercices techniques, des exercices d'explosivité et des frappes. Les exercices, ils étaient bien et si on ne comprenait pas, on pouvait recommencer. On a vu des joueuses du Paris AG. Des rencontres qui vont se poursuivre puisque le Club Tour PSG continue sa tournée des clubs jusqu'au 19 avril. Ici c'est Paris! Ici c'est Paris! Ici c'est Paris! On peut s'applaudir, bravo! Et après le football, de l'art, le musée Grattalou, centre dédié à l'art contemporain dans la vallée de Chevreuse, propose une nouvelle exposition jusqu'au 11 novembre 2024. Intitulée Corps vivant, elle rassemble certains tableaux du peintre Grattalou ainsi que des œuvres d'Antoinette Rozan. En cette année olympique, le musée voulait allier le sport avec l'art. Dans la petite chapelle du village de Chevreuse, une quinzaine d'œuvres du peintre symboliste Grattalou sont exposées. Couleurs, formes, matières, tout est réfléchi pour faire passer une émotion ou un message. En fait, le symbolisme, c'est l'image cachée derrière ce qui est représenté, tout simplement. Le cercle représente souvent l'union, le triangle, c'est un signe un peu protecteur. Donc, et c'est effectivement tous ces
ces signes, mais également les images mises dans un contexte qui véhicule un message symbolique, que le visiteur reçoit d'ailleurs, parfois, comme dit Grattalou, sans s'en apercevoir, mais il le reçoit. Travailleur acharné jusqu'à la veille de sa mort, Rachel Guy Grattalou a peint plus de 5000 tableaux. Aussi, chaque année de sa vie, le peintre sélectionnait une thématique à partir de laquelle il produisait une 50aine de toiles. Et en cette année olympique, l'exposition Corps vivant a été labellisée Olympiade culturelle par le comité organisateur des Jeux. C'est pourquoi ce sont les corps qui ont été mis en avant cette année. C'est pratiquement comme des sculptures, Grattalou. Ces corps sont retravaillés avec ces matières. Ici, c'est du sable qu'il avait trouvé sur une plage à Lacanau où il allait souvent pendant les vacances. Ce sont des corps qui s'expriment sur une plage, sur un fond d'océan. Dans le jardin, l'artiste Antoinette Rosan prend le relais. Issue de 5 générations d'artistes, c'est assez tard qu'elle découvre sa vocation. On m'a mis une terre glaise entre les mains et voilà, j'ai changé de vie complètement. Et après, ça a été tout un parcours depuis une vingtaine d'années. En 2005, elle crée sa première sculpture en plâtre, un personnage devenu emblématique de son travail. Installées les unes à côté des autres, ces sculptures donnent l'illusion d'être toutes différentes. Pourtant, elles sont semblables. Alors vous avez l'installation qui est de la spirale de vie que j'ai créée pour le musée Grattalou, qui en fait reprend les sculptures de Free qui sont en silicone. Et l'idée là c'est vraiment de dire que voilà, il y a une espèce de spirale qui monte vers le ciel et qui a un appel à la vie. L'exposition Corps vivant est ouverte jusqu'au 11 novembre 2024 et comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin, chaque œuvre est documentée par un podcast. Direction à présent l'espace Rambouillet, le parc forestier de 250 hectares vient d'accueillir 7 jeunes rennes. Ils proviennent notamment du zoo de Bâle en Suisse et sont les premiers à arriver en Île-de-France. Arthur Astouri, chargé de conservation pour l'espace Rambouillet, nous les présente. C'est le nouveau numéro des Animaux du 7-8. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis responsable conservation à l'espace Rambouillet et donc je vais vous présenter les 7 jeunes rennes qu'on vient d'accueillir ici à l'espace Rambouillet. Le but du jeu en fait dans l'espace Rambouillet, c'est de présenter des animaux de notre continent, donc de la forêt européenne. Donc le renne, il était intéressant à 2 niveaux. Déjà le renne était présent en France, il vivait en France au moment du Paléolithique, au moment de l'âge de ce qu'on appelle communément l'âge de glace. Et puis le but aussi, c'était vraiment de sensibiliser les visiteurs, comme je le disais, à ce dérèglement climatique qui impacte toute la faune. Même ici en France, les animaux sont impactés par le réchauffement climatique, mais les rennes et les animaux polaires en général sont extrêmement impactés. Donc en fait le but c'est qu'ils servent d'ambassadeurs de leurs cousins en Arctique qui sont de plus en plus menacés. Le renne, c'est un cervidé. Donc exactement comme les cerfs, les daims et les chevreuils que vous retrouvez en forêt sauvage. Et donc comme les cervidés, ils ont des bois. Donc ça c'est un bois d'un bois de mâle renne. Et la particularité du renne, c'est qu'en fait tous les 2 sexes ont des bois. C'est-à-dire que le mâle a des bois et la femelle aussi. Et donc le bois du renne, c'est de l'os. Donc c'est un os qui pousse et qui retombe tous les ans et qui repousse extrêmement vite, puisqu'en fait en moins de 4 mois il peut atteindre une taille comme ceci. Donc c'est vraiment c'est assez grand. Là vous voyez les rennes qui sont ici n'ont pas encore de bois, tout simplement parce qu'ils viennent de les perdre en fait. Leurs bois en fait viennent de tomber, ils sont tombés il y a quelques semaines et donc c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup à cette période de l'année pour avoir beaucoup d'énergie pour faire pousser leur bois. Il faut savoir que donc, le renne, comme je le disais tout à l'heure, c'est un animal donc, du Grand Nord, mais ici il s'adapte quand même relativement bien. Parce qu'il faut savoir qu'en fait on aurait tendance à croire que le renne il souffre
de la chaleur. Mais en fait, il faut savoir que dans le nord du Canada ou dans le nord de la Russie, il fait extrêmement chaud en été. Hein. Donc en fait, lui, ça lui pose pas de soucis. On leur donne ceci à manger. Donc ça, c'est du lichen. Le lichen, c'est une plante. En fait, c'est une symbiose entre un champignon et une algue. Et en fait, ce lichen, il pousse principalement dans la toundra arctique. Et donc, il en a absolument besoin, lui, même en captivité, pour en fait bien digérer et pour avoir un bon système immunitaire. Sinon, sans ça, il dépérit en fait. On les nourrit de plein d'autres choses. On les nourrit aussi de luzerne, donc de foin séché, et on les nourrit aussi de granulés. Hein. Et puis aussi, bien évidemment, ils trouvent dans leur enclos qui est assez vaste de l'herbe et des mousses. Donc, le lichen, c'est plutôt comme une friandise. Nous, ce qu'on leur présente, ce qu'on présente aux visiteurs ici, donc c'est une animation nourrissage pendant laquelle un soigneur va donner à manger aux rennes pour les attirer, pour que le public puisse les observer d'un peu plus près. Et pendant lequel il va vous expliquer tout ce que je vous dis maintenant. Donc il va leur expliquer la biologie du renne, et puis il va insister aussi sur les menaces qui pèsent sur le renne. Donc on l'a vu, le réchauffement climatique, mais aussi par exemple le braconnage ou alors l'industrie pétrolière qui menace énormément l'habitat du renne, parce qu'en fait les pétroliers construisent des immenses pipelines un peu partout dans le nord du Canada et de la Russie, ce qui bloque l'émigration du renne et ce qui en fait ce qui menace leur survie. Donc c'est pour ça c'est sur ça qu'on va insister pendant les animations. Et enfin, comme tous les mercredis, on termine par une page cinéma. Chaque semaine, des réalisateurs yvelinois nous font découvrir ou redécouvrir des films qui ont été tournés dans les Yvelines. Ce soir, Gauthier Barra nous parle du Grand Bleu. Alors si la grande majorité des scènes ont été tournées dans l'océan ou dans l'eau, certaines ont été prises au sein de notre département. Regardez. Alors Le Grand Bleu de Luc Besson, sorti en 1988. C'est un film franco-italien, tout simplement parce que il y a eu les deux productions d'ailleurs qui ont travaillé dessus. Nous avons donc en acteur principal Jean-Marc Barr avec Jean Reno et Rosanna Arquette. Jean-Marc Barr va jouer le rôle tout simplement inspiré de la vie du champion de plongée Jacques Mayol. Et Jean Reno va jouer Enzo Mallorca. Mais comme il y aura eu un problème avec ce cher Enzo de son vivant, il faut savoir qu'ils vont changer son nom, ils vont l'appeler Enzo Molinari. Le film d'ailleurs va sortir qu'en 2002 en Italie, suite à 14 ans de blocage par la diffusion italienne. Donc le film tout simplement traite bien évidemment des accidents qu'on peut avoir en plongée, des champions du monde, comment ils s'entraînent, comment ils se coachent. Et c'est un peu la vie aussi de Luc Besson. Luc Besson a eu des parents qui ont été moniteurs de plongée. Lui-même a fait de la plongée. D'ailleurs, au début du film, le décor dans lequel sont les enfants, c'est là où lui, il a grandi. Ensuite, l'histoire évolue. Nous avons Jacques Mayol qui tombe amoureux de Johanna. Et nous avons cette dissociation entre, et même ce rapprochement, je pourrais dire, il y a à la fois la dissociation et le rapprochement de deux amours. L'amour de la plongée et de l'autre côté, l'amour que Jacques Mayol a pu porter envers une femme. Il respire comment? Jacques, il respire pas. Première plongée dans 2 minutes. Nous retrouvons bien évidemment un décor connu dans les Yvelines, qui est la piscine municipale de Maisons Laffitte, donc le centre aquatique, dans lequel nous retrouvons les deux protagonistes principaux, en plein milieu de ce bassin et dans les couloirs du centre aquatique. Et c'est bientôt l'heure de passer aux invités du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel sera bien nuageux dans les Yvelines. Côté température, il fera 10 degrés à Rambouillet, 11 à Versailles et Houdan et 12 à Mantes-la-Jolie. L'après-midi, les nuages seront toujours bien présents dans le département et au niveau des températures, il fera entre 16 et 17 degrés.
Et demain, nous fêterons les Stanislas. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Et les invités du 7-8 ce soir, ce sont deux frères yvelinois, Kevin et Guillaume Taurin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous reçoit ce soir parce qu'en 2018, vous avez décidé de partir pour faire un tour du monde à vélo. Tout au long de votre voyage, vous avez réalisé des vidéos et avec ces vidéos, vous avez décidé de faire un documentaire. Il s'intitule « Le temps d'une aventure à vélo ». Pourquoi vous avez décidé de réaliser un documentaire sur votre tour du monde à vélo ? Eh ben, d'une part parce que nous, on a décidé de faire ce périple à vélo à la suite de plusieurs petits périples qu'on a pu faire pendant nos vacances scolaires. Et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait faire un voyage encore plus long. Et on s'est inspiré de pas mal de voyageurs, aussi bien à travers des documentaires que des festivals, ou même à l'écrit sur des blogs. Et du coup, ça nous paraissait important, à nous aussi, finalement, de partager aussi notre manière de voyager pour donner envie à d'autres personnes pour faire ce merveilleux voyage. Pourquoi c'était important pour vous de partager votre aventure ? Comme Kevin l'a dit, on a été inspiré par ça. On a vu quelques documentaires d'autres voyageurs à vélo qui étaient aussi partis, un peu comme nous on est partis, après les études, avec ce qu'on avait comme caméra à l'époque. Donc c'est ça qui nous a complètement inspirés. C'est pour donner envie aux autres de partir à l'aventure. Clairement, nous, ça a toujours été notre motivation, en tout cas, à travers ces partages. Et alors, pourquoi un documentaire et pas forcément une page sur les réseaux sociaux ou alors un livre la vidéo, ça vous touchait ? Alors, moi, je suis dedans, dans la vidéo. Tous les périples qu'on a pu faire ensemble avec Guillaume se sont faits à travers des vidéos, finalement, des petites caméras qu'on embarquait. Bon, au fur et à mesure, on pose le curseur toujours un petit peu plus haut, quoi, et c'est un peu l'idée de ce projet-là. Vu qu'il était quand même très ambitieux, très long, on a mis le curseur encore un petit peu plus haut et voilà, on arrive à en sortir un documentaire. Alors ce documentaire, il sera diffusé le samedi 20 avril dans la salle de spectacle La Chouette de Cernay-la-Ville. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on pourra voir ? Dans le documentaire, ça va résumer du coup tout notre voyage de mai 2018 jusqu'à août 2023. Donc les rencontres qu'on a pu faire, toutes les petites péripéties de voyage. Puis il y a tous les paysages qu'on a pu rencontrer. Non, il y a à peu près tout ça. Il n'y a pas évidemment tout, parce qu'il y a combien de rushs Ça a dû être un travail conséquent. Il y a 32 téras de données, 11 jours de vidéo au total. Mais après, c'est plus au niveau de la soirée, c'est ça, à la Chouette ou Non, c'était qu'est-ce qu'on pouvait retrouver vraiment au sein du documentaire, des moments marquants, des moments de vie. C'est tout ce que du coup a résumé Guillaume. Voilà. Et donc on pourra aussi retracer votre chemin puisque vous êtes parti de l'Europe, vous avez fait une partie de l'Afrique, ensuite vous êtes arrivé en Amérique latine, là où vous avez été stoppé par le Covid en 2020, et après vous avez décidé de repartir en 2023. Oui, tout à fait. On a surtout voulu repartir, oui, ça c'est sûr, c'est un fait. Et puis c'était une manière pour nous aussi de clôturer ce périple et ne pas finir sur une touche très négative qu'a été le Covid. Et donc votre objectif à travers ce documentaire, c'est aussi de sensibiliser les gens sur l'environnement, le réchauffement climatique ? Alors il y a effectivement, on en parle un peu. Parce que ça, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté. Dans notre voyage, on a vu énormément de déchets qui étaient par terre. Aujourd'hui, c'est un sujet, on en parle beaucoup, on cherche des solutions. Donc, nous, on n'avait pas de solution miracle. Donc, c'était un témoignage, comme il en existe beaucoup, mais c'est du coup le nôtre, à vélo. On s'en est approché quand on pouvait voir des décharges publiques pour se rendre compte que oui, il y a énormément de déchets. Il faut faire attention, donc on a une note là-dessus. Oui. Peu importe les continents que vous avez traversés, vous voyez toujours des déchets sur le sol ? Oh oui, oui. Enfin, ça commence en France et puis oui, ça a été jusqu'au Kirghizistan, malheureusement. Ça, il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Oui. Alors vous avez parlé de moments marquants, de rencontres. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
En termes de rencontres? En termes de rencontres, en termes de globalement, moments. enfin, il y a tellement de... Bon, c'est sûr qu'il s'en passe des choses en 2 ans et demi. Il y a eu c'est la chaleur humaine, de toute façon, qui est hyper marquante. C'est très cliché de dire ça, mais c'est pas forcément dans des pays, entre guillemets, plus développés qu'on n'a pas eu du coup de chaleur humaine. On en a eu vraiment partout autour de nous, de différentes manières. On a pu rester des fois des semaines et des semaines chez des gens. Il y a beaucoup d'imprévus. Enfin, je pense qu'il nous a plutôt marqué par rapport à ces rencontres fortes, c'est que parce qu'on était à vélo, parce qu'on était entre guillemets aventuriers à leurs yeux, ils mettaient tout à l'arrêt, quoi, pour nous. Et ça, c'est quelque chose où ça nous a toujours surpris. On s'est dit, mais est-ce que nous, on serait capable aujourd'hui de, si on reçoit quelqu'un, un voyageur qui revient certainement de loin ou qui a beaucoup de choses à nous raconter, est-ce qu'on arriverait à s'arrêter une semaine? Bon, instinctivement, moi, je dirais non, parce que le travail, en fait, nous oblige Oui, la vie suit son cours. Voilà, tout à fait, la vie suit son cours. Et ça, je pense que ça a été le plus marquant. C'est plus on allait dans des milieux... on va dire reculer des grandes villes en tout cas, et plus les gens prenaient vraiment le temps de nous accueillir et du coup nous transmettre leurs valeurs à eux. Et ça c'est presque l'histoire du documentaire, quoi. C'est aussi ce que vous retenez, Guillaume, la chaleur humaine? Voilà, oui, complètement, parce qu'on en a vu des personnes et effectivement il y en a qui pouvaient s'arrêter une après-midi pour nous faire visiter leur maison et puis leur terrain d'agriculture. Et puis d'autres qui nous proposaient de rester plusieurs semaines chez eux. Très touchant, très marquant. Ouais. Alors si on ne peut pas assister à la diffusion de votre documentaire dans la salle La Chouette à Cernay-la-Ville le samedi 20 avril, où est-ce qu'on pourra le voir, où est-ce qu'on pourra le regarder? Déjà, c'est bien dommage de ne pas venir. Parce qu'il y aura plein de belles choses, plein de belles surprises. Il y a un petit concert en amont, il y aura... des petites animations tout au cours de cette soirée dans cette belle salle, mais il sera possible de le voir ailleurs, bien entendu. Donc là, on attend cette première date, qui est le 20 avril, pour faire la première projection, et après, ce documentaire va voyager lui aussi maintenant à son tour. Ce sera moins fatigant pour nous, il va voyager essentiellement dans des festivals pendant un an et demi. On verra jusqu'où ça ira, et puis après il se retrouvera sur la toile, sur Internet. Voilà, sur Internet. Et alors, est-ce que vous avez déjà d'autres idées de projets de voyage en cours à venir? Alors à vélo, un peu moins, mais c'est plus... là, on fait de la course à pied, toujours pareil. On filme nos courses. Donc, par exemple, dernièrement, c'était le Paris-Versailles. Et on a pour projet de faire la Diagonale des Fous. D'accord. Donc, il y aura pas de... Enfin, toujours le sport. Ouais, il y a du sport. C'est pas prévu d'en faire un documentaire, enfin en tout cas pour le moment. Après, on ne sait jamais, mais c'est vrai qu'on aime bien filmer ce qu'on fait dans le sport. Donc ça, c'est un autre gros projet qui est moins long, mais qui a d'autres valeurs. Donc on verra ce qu'on va en faire. Super. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Merci. Et Kevin Thorin, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes intéressés, le documentaire Le temps d'une aventure à vélo sera diffusé le samedi 20 avril au sein de la salle de spectacle La Chouette de Cernay-la-Ville. Ce sera à 18h30. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.